Salut Hector, je n'ai plus besoin de te présenter avec tes médailles d'argent et de bronze aux Jeux paralympiques de Paris. Merci d'être ici à l'UFR STAPS de Dijon et très heureux de te retrouver finalement un an après notre premier entretien. Avant de reprendre point par point cette année magnifique, peux-tu nous dire ce qui a finalement changé en l'espace d'un an? Finalement, moi je reste toujours le même. Pour certaines personnes, je pense que j'ai changé et des personnes qui pourraient me voir que au travers de mes médailles, mais finalement, que ce soit les jeux ou la compète du coin, ça reste une compétition de natation, donc Hector il a pas changé. J'ai réalisé un projet intitulé Mieux vivre ensemble, diversité et inclusion dans mon collège l'année passée que tu as pu suivre. Et ce fut une véritable réussite, notamment grâce à toi. Donc un grand merci, mais j'aimerais quand même te poser une question. Quel est ton ressenti sur le fait de savoir que 400 élèves ont été sensibilisés au handicap et ont pu te voir à l'écran avant même les Jeux paralympiques? Pour moi, c'est une grande fierté. Je te disais un peu plus tôt que moi, petit, j'ai eu la chance de rencontrer Damien Seguin lorsque j'étais à l'école maternelle et il m'a sûrement un peu montré la voie. Et aujourd'hui, c'est à moi en tant que sportif de haut niveau de prendre la relève et de transmettre aux plus jeunes. Donc pour moi, c'est un grand plaisir. On a notamment fait vivre cette différence en EPS et à l'AS dans l'établissement en proposant par exemple une pratique du badminton avec un œil fermé, le fait de nager avec un point fermé également, grimper en escalade en étant aveuglé ou encore du tennis de table en étant assis sur une chaise. En quoi cela peut-il avoir un intérêt et un impact sur des jeunes élèves et même sur la société selon toi? Je pense que ça permet de mieux se rendre compte de la difficulté que c'est. Je pense que grimper en étant aveugle, c'est hyper compliqué. La dernière fois, j'ai essayé de courir avec Charles Knox en étant aveugle et guidé. Et pour moi, ça a été insurmontable. J'ai pas réussi à finir 40 mètres à balle. Donc, pour les plus jeunes ou même pour les plus âgés, se rendre compte de l'handicap et de la difficulté et du frein que c'est dans la pratique sportive, ça permet aussi de se rendre compte de façon ludique que le frein que c'est dans la vraie vie. Ma direction m'a d'ailleurs soutenu dans ce projet. Nous avons même pu amener des élèves dont je suis le professeur principal aux Jeux paralympiques à la rentrée. Pensais-tu que de telles actions pouvaient être réalisables dans un établissement scolaire? Non, je pensais pas que c'était possible. En tout cas, bon, je peux te dire que les élèves qui t'ont suivi durant les Jeux ont été véritablement touchés par l'entretien que l'on a pu avoir l'année passée. Et là, j'aimerais évidemment parler plus de toi. Avant d'évoquer ces Jeux de Paris, peux-tu revenir sur la préparation physique et mentale de l'année 2024? Du coup, tu veux que je commence à partir de quand? À partir de toute la saison? Oui, toute la saison. Ouais. Ok, durant la saison, du coup, elle a commencé en septembre pour moi, à la rentrée scolaire, quoi. Je m'entraînais 11 fois par semaine, donc du lundi au dimanche, je prenais pas de jour de repos. Je suis parti plusieurs fois en stage, que ce soit en altitude à Font-Romeu ou dans d'autres endroits, comme Lanzarote ou Rio Mayor avec mon coach Ramsey. Et après, pour ce qui est de la préparation plus mentale, j'ai fait de la prépa mentale avec un préparateur mental tout simplement qui s'appelle Marvin Godino, qui m'a accompagné tout au long de la saison. Pour de la prépa physique aussi, 5 fois par semaine, 3 séances de muscu, 2 séances de PPG. Et voilà, et c'était une préparation assez intense jusqu'au début de l'été où les copains ont pris leurs vacances et que je me suis retrouvé tout seul à m'entraîner avec Enzo jusqu'à jusqu'à l'échéance finale. Et as-tu eu des moments de doute, de surcharge ou même finalement des blessures au cours de cette préparation? Des moments de doute, je pense que oui, comme tout sportif, j'en ai eu. Des moments de surcharge, je dirais que arrivé début juillet, quand on va t'entraîner tout seul, que tout le monde part en vacances, là ça devient difficile. La saison elle commence à être longue, ça faisait déjà 10 mois que je nageais. Et il en restait 2 encore à faire, donc ça a été compliqué. Et après, non, je me suis pas vraiment blessé, si ce n'est des petites tendinites aux chevilles. Comme je te l'ai dit, moi je m'étais uniquement préparé pour le 100 mètres brasse et à force de taper dedans, les tendons ils prennent un coup, mais à part ça, non, rien de Et comment on spécial. fait face à ces petites tendinites, ces petites gènes qui arrivent? Travail de kiné du coup, surtout. Moi, je suis accompagné par le centre 4 qui est du coup boulevard de Strasbourg. Et j'y allais plusieurs fois par semaine pour faire du renfo, du massage et du glaçage. Il n'y a pas grand chose à faire à part essayer de renforcer cette cheville et qu'elle tienne jusqu'au bout, quoi. Pensais-tu que tu allais être prêt pour les Jeux paralympiques à quelques mois de ces derniers? Oui, oui, je savais qu'à Paris, je serais très en forme.
je m'étais entraîné toute la saison pour, et rien que mentalement, ça te place vraiment bien. Ça me place vraiment bien dans ma tête, je dirais, parce que le fait d'avoir bossé pendant un an entier sur une seule course, bah, je me dis, je suis obligé de nager vite. Enfin, il n'y a pas de place au doute, en tout cas, qui s'installe sur ma performance. Et puis, au vu de mes chronos que j'avais fait au championnat d'Europe, sans trop me préparer au mois d'avril, je savais que je serais performant à Paris. Je connais le lien que tu as avec ton coach. En quoi a-t-il pu t'aider durant cette préparation? Bah, je dirais pas dans ma préparation, je dirais en tant qu'athlète. Euh, Ramzi, il a toujours été là, il m'a toujours soutenu, même quand bah, j'avais pas les temps pour encore accéder à l'équipe de France. Et c'est un long cheminement qu'on a fait pendant 2 ans ensemble. On a beaucoup travaillé. Aujourd'hui, je dirais que sa plus grande qualité à Ramzi, c'est son exigence, parce que on est dans un sport qui est vite lassant et dans lequel on n'aime pas forcément s'entraîner, on préfère la compétition. Et lui, il arrive à te repousser dans tes retranchements chaque jour, chaque séance, chaque longueur. Et ma réussite aujourd'hui, je la dois à Ramzi. Donc, si tu regardes ça, merci à toi. Ton entourage a-t-il également joué un rôle important dans cette phase de préparation? Bah, bien sûr, mon papa, il a géré énormément de choses pour moi, notamment d'un point de vue administratif ou des sollicitations médias. Moi, j'étais arrivé à un moment où, fin juin, bah, t'as tous les journaux qui t'écrivent, il y a le début des jeux, tout le monde veut une interview de toi, machin, et dire non à tout, c'est difficile. J'aime pas dire non. Et j'ai su dire à mon père, maintenant, voilà, faut que tu gères. Et il a pris mon adresse mail, il a dit, voilà, l'entourage Hector, il a décidé qu'il fera plus d'interviews. Donc, il a bloqué tout ça, ou les interviews, sinon c'était avec lui. Voilà. Et ma maman aussi, elle m'a beaucoup aidé, notamment dans la phase terminale, parce que ça commençait à être long. J'étais tout seul au Crêpes, comme je te l'ai dit. J'avais plus mes copains, et ma mère, elle est venue du coup 15 jours avec moi sur Dijon, jusqu'à ce que je rejoigne l'équipe de France à Limoges, du coup, pour m'accompagner, pour me soutenir et pour me chouchouter un peu dans les derniers instants. Et j'imagine que ta copine a joué également un rôle hyper important. Et Et, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur votre relation et également sur ce qu'elle a vécu elle? Elle a peut-être pu te conseiller sur ses futures compétitions. bah ouais, elle m'a aussi soutenu beaucoup. Elle était là bah, tout au long de l'année, même si on n'habite pas ensemble. Son expérience bah, sur les autres jeux qu'elle a pu faire et qu'elle a pu avoir, je pense que ça m'a énormément apporté. Et aussi bah, dans ma préparation, elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Elle s'est qualifiée au jeu pour un rien, et je pense que le fait qu'elle soit là, ça m'a aussi fait beaucoup de bien. Je voulais pas passer les jeux sans elle, donc merci. J'étais venu te voir lors des championnats de France à Chalon au mois de mai. Et à ce moment-là, typiquement, comment te sentais-tu? Est-ce que tu pensais que tu étais au pic de ta forme ou justement c'était encore en pleine préparation pour viser encore plus haut à Paris? Du coup, bah, je sortais des championnats d'Europe, donc j'avais rattaqué un cycle de travail. J'étais pas vraiment sur une période en forme. Au Sambrasse, j'avais pas nagé très vite, du coup, sur ces championnats. Mais j'essayais de développer d'autres qualités. J'étais un peu parti dans un cycle de foncier pour essayer de reprendre bien de la caisse avant d'attaquer le spécifique, du coup, sur le mois d'août et de juillet. Donc, je sortais de 2-3 gros mois de gros travail, et je continuais encore. Donc, je commençais un peu à voir les fruits de mon travail, mais sans trop pouvoir encore les exprimer. Donc, Et à ce moment-là, justement, tu en parles. Quels étaient tes objectifs pour les Jeux? Qu'est-ce que tu ciblais au mois de mai, au mois de mai au regard de tes performances? Tu t'attendais à quoi finalement? bah, à la sortie des championnats d'Europe, j'étais à 4 centièmes du premier mondial. Ça faisait 9 ans qu'il était invaincu, et forcément, dans ma tête, il n'y avait qu'une seule option, c'était l'or à Paris, quoi. On va entrer dans le vif du sujet. Quand as-tu su que tu allais réellement participer aux Jeux? Et c'était réellement un rêve pour toi, tu en avais parlé, d'autant plus à Paris. Quand est-ce que tu as appris cette nouvelle? Bah, du coup, la sélection officielle, elle est sortie au mois de juin pour les Jeux de Paris. Après, je pense que moi, j'ai toujours su que je ferais les Jeux de Paris. J'ai toujours cru en moi, même quand forcément j'avais pas les performances pour. Quand j'ai regardé mes temps la dernière fois, et quand je nageais 2 minutes au 100 mètres brasse, j'avais dit je serai à Paris, et je ferai les Jeux. Et aujourd'hui, je nage 1 minute 5. Donc, je pense que le Hector que je suis, il a toujours su qu'il ferait les Jeux de Paris. Après, sûr que pendant la saison, quand tu perfs, machin, et que t'as toujours pas ta sélection qui est annoncée, parce que
c'est de l'administratif après, c'est des personnes, tu mets ton destin entre les mains de personnes qui te connaissent pas vraiment finalement, bah ça c'est plus difficile. Après, voilà, comme je te dis, j'étais à 4 centièmes du premier mondial, aucun monde où, il y avait aucun monde où je partais pas au jeu. Après, tant que la sélection n'est pas officielle, tu as toujours ce petit doute-là qui est en toi, mais moi j'ai toujours su que je ferais les Jeux de Paris. Et quelle a été ta réaction justement quand tu l'as appris de manière officielle? Bah, j'étais hyper content. Et après, bah, comme je te dis, pour moi, c'était pas une surprise, quoi. Et retour à la réalité, Ouais, tu as c'est dû ça. travailler et te préparer justement. Comment as-tu vécu l'avant-jeu avec, j'imagine, une médiatisation plus importante, des sponsors, des messages d'encouragement? T'en parlais, finalement, une sollicitation de la part de plusieurs personnes qui souhaitaient t'interviewer et un statut qui, dirais-je, commençait à évoluer, notamment dans cette belle ville de Dijon. Ouais, ouais, bah, je sais pas comment dire. Je dirais que, ouais, il y a eu un engouement. Après, pour moi, mon statut, il a pas changé. C'est sûr que cet été, quand j'allais tout seul à la piscine olympique et que les gens essayaient de venir nager dans ma ligne d'eau parce qu'ils me voyaient tout seul, ça me faisait un peu rire. Après, du coup, j'ai les maîtres nageurs qui ont mis un panneau, en gros, comme quoi il y avait écrit Jeux Olympiques sur la pancarte. Et là, les gens rentraient plus dans l'eau et ils me regardaient. Donc c'était cool. Après, non, moi, je dirais pas qu'il y a grand-chose qui ait changé aujourd'hui. Est-ce que les gens dans la rue, typiquement à Dijon, quand tu te balades, te reconnaissent et te disent ouais, bravo Hector, Non, c'est magnifique ce que tu as fait? Non? non, je suis toujours Pas, inconnu. pas encore? Ah, je dirais pas inconnu, mais tu as l'impression qu'on te connaît encore pas assez par rapport à ce que tu as fait? Ouais, après, non, on va pas m'arrêter pour faire des photos, etc. Et je pense que c'est une chance. Nous, aujourd'hui, en para, on parle souvent de la médiatisation du para et le fait qu'on soit moins médiatisé, bah, c'est une chance parce que je peux avoir ma vie normale sans qu'on vienne me perturber, sans qu'on me reconnaisse. À l'inverse, où des personnes comme Florent Manodou ou Léon Marchand, bah, pour eux, aujourd'hui, c'est impossible. Et finalement, on fait la même chose, donc moi, je le prends à l'inverse et je me dis que c'est une chance. Et qu'est-ce qui cela te fait de voir justement ton nom ou ton visage sur des affiches ou même dans des articles de presse? Tu parles d'une médiatisation qui est encore assez faible, mais mine de rien, moi j'ai vu ton nom dans le Oui. journal de l'équipe, je vais y venir par la suite. Qu'est-ce que ça te fait toi? Bah, j'étais hyper content parce que bah, je pense que l'équipe, c'est la référence aujourd'hui en France dans le sport. Après, je pense que ce que j'ai le plus kiffé, c'est le post d'Antoine Griezmann sur Twitter. Ça, c'est plus stylé que l'équipe. Ou encore, moi, quand j'ai fait ma médaille le 30 août, il y avait Teddy Riner qui était dans les bassins et qui a fait une story lorsque j'étais sur mon podium. Donc, ça a plus de valeur qu'un journal pour moi aujourd'hui. Je me rappelle d'un jour justement où le journal de l'équipe fait des estimations et moi je vois ton nom et il prévoit Hector Denayer, médaille d'or aux 100 mètres brasse. Est-ce que tu en as entendu parler et qu'est-ce que ça a Ouais, fait pour toi? si, on l'a tous vu ça. Après, ça nous a fait rire en tout cas. Et en tout cas, bah, on l'a pris à la rigolade et ça nous a pas mis tant de pression, mais c'est drôle de voir les projections de l'équipe, quoi. Et moi je te suivais de près, j'avais des informations te concernant, notamment avec mon ami Antoine Orsay, qui est entraîneur de natation au club de Mâcon. Mais quelles étaient les réactions de personnes qui te suivaient au quotidien, mais sans vraiment te connaître, typiquement tes camarades de classe? Bah là, j'ai changé de classe, donc je sais pas trop, mais eux, ils avaient un peu l'image de Lector qui venait jamais en cours, parce que l'année dernière, j'ai totalement décroché. La dernière fois, j'ai fait le calcul, je pense que sur 1000 heures de cours sur l'année, j'en ai loupé 850 ou 900, donc eux, ils avaient l'image de Lector branleur qui vient jamais. Et aujourd'hui, je pense qu'ils comprennent pourquoi j'ai fait le choix de pas venir et que je préférais aller faire la sieste plutôt que de venir en classe, quoi. Est-ce que toi, tu leur as expliqué justement ton quotidien? Euh, L'entretien qu'on a eu l'année passée, tu nous expliques ton rythme qui est quand même très très intense, avec un réveil très tôt, tu es dans le bassin très tôt, ensuite de ça, il faut lier cette double vie, la vie d'un sportif de niveau, la vie d'un étudiant également. Est-ce que tu leur as expliqué tout ça aux personnes qui sont dans ta classe? Ouais, bien sûr. Après, je pense que si j'aurais voulu, j'aurais vraiment pu faire les deux. Après, ça aurait été au détriment de ma performance et moi, j'ai préféré me dire dans ma tête, Hector, tu mets tout en place pour nager vite et l'école, c'est pas grave. Enfin, redoubler une année, finalement, c'est pas si grave que ça. Et voilà, je pense que si j'aurais voulu, vraiment, j'aurais pu faire les deux. Mais après, si derrière je finis quatrième à Paris, j'en serais voulu toute ma vie, tout ça pour avoir voulu valider une année de BTS. Donc voilà, la vie elle est faite de choix et moi j'ai fait le choix de tout miser là-dessus cette année-là et en tout cas j'ai aucun regret Et aujourd'hui. finalement, tu n'as pas arrêté, puisque
cette année encore, tu es encore en études et tu as ce double parcours. Je te suivais quand tu avais 1000 followers sur Instagram. Tu en as désormais plus de 4000. Qu'est-ce que cela te fait? Bah, je suis content. J'espérais plus monter quand même pendant les Jeux. Mais après, ça reste un chiffre. Après, c'est cool de voir que des gens suivent ce que tu fais. Je pense que tous ceux qui ont fait les Jeux de Paris au niveau para ont augmenté leurs followers. Donc aujourd'hui, je vais le regarder plus d'un côté global et je me dis, ok, bah il y a plus d'engouement pour notre sport, il y a plus d'engouement pour ce qu'on fait. Donc on va le prendre de façon positive et c'est bien. Parle-nous un peu de ton arrivée à Paris quelques jours avant le début des Jeux. Comment cela s'est-il passé? Bah, le bus il est tombé en panne pour partir de Limoges, donc c'était pas gagné. Ensuite, quand on est arrivé sur Paris, Hello elle a reçu un appel qui voilà, elle a reçu un appel de Tony Estanguet disant qu'elle allait participer au relais de la flamme. Donc l'arrivée sur le village elle s'est super bien passée, il y avait beaucoup d'euphorie, donc on était hyper content. Et voilà, après, c'est vraiment waouh. Quand tu rentres sur le village, tu vois les grands bâtiments, le drapeau des USA, machin. Le selfie, il est immense. Ça change de la cantine du Crêpes de Dijon, quoi. Et franchement, non, c'est. Tu te dis, ouais, ça y est, je suis enfant au jeu et c'est le village, quoi. Et qu'est-ce que cela te fait de porter les couleurs de la France avec cette tenue magnifique, cette tenue paralympique? Bah, pour moi, c'est une fierté. J'adore mon pays et j'adore la France et pouvoir représenter ma France au plus haut niveau, c'est c'est tout simplement extraordinaire. Enfin, j'ai une réelle chance de pouvoir représenter les couleurs de mon pays et je pense que tout au long des Jeux, comme je te disais, bah, pour moi ça restait qu'une compétition, j'essayais pas trop de me focaliser et finalement la parade des champions, lorsque on m'a remis l'ordre national du mérite sous l'Arc de Triomphe, j'ai compris ce que c'était les Jeux et j'ai compris ce que j'avais fait. La patrouille de France, elle est passée au-dessus de moi et là, je tombe en larmes parce que j'étais tellement fier de ce que j'avais pu faire et de ce que j'ai pu représenter. En tout cas, T'as pour un les lien gens. également avec la gendarmerie. Voilà. On va dire que tu as un passif avec ton papa également. Ça a dû quand même, oui. Bah, c'est ça. Le fait d'être décoré, c'est une réelle signification pour les militaires et pour les gendarmes, ils sont militaires, mais pour les gendarmes aussi. Donc, enfin voilà, pour moi, c'est plein de choses qui s'entremêlaient à ce moment-là et qui ont fait que j'ai été comblé de bonheur et de fierté. Une dynamique se crée-t-elle entre les nageurs et les nageuses françaises, notamment lors de ces rendez-vous? Y a-t-il, on va dire, une espèce d'osmose qui se crée dans votre équipe à vous quand vous arrivez sur un rendez-vous aussi important que celui-ci? Je dirais que non. Parce que finalement, on est un sport indiv et même si on est là en équipe, chacun fait un peu sa routine. Chacun vient nager, vient s'entraîner à l'heure qu'il veut, il a sa compète et chacun est focus sur lui. Après, voilà, nos résultats aujourd'hui, c'est un ensemble d'individualités et pas d'un collectif comme on pourrait l'entendre. Si on veut parler plus de collectif, moi je te parlerai plus du CC Foot, où là ça a été une équipe, une bande de potes qui a vraiment été soudée pour aller jusqu'à ce dernier penalty, quoi. Et justement, tu ne retrouves pas cet aspect collectif qu'on pourrait entendre, même si c'est un sport individuel. Un sport co, mine de rien, ça reste quand même unanime sur cet esprit d'entraide et de combativité comparé à une activité individuelle. Ouais, je pense quand même. Même si on est une équipe et qu'on est là, on se serre les coudes, les plus anciens et les plus jeunes. Aujourd'hui, quand je nage et que je suis derrière le plot, je suis tout seul. Et même si en relais, on est quatre, finalement, c'est 4 fois une perf. Et il n'y a pas une personne comme au foot qui va me faire la passe décisive bien pour que je puisse mettre le but. Donc on peut retrouver des liens avec le sport co en tant que délégation, en tant qu'équipe, mais pas au sens de la performance sportive, je dirais. On va parler un petit peu des amitiés ou des liens que tu as pu tisser, justement, avec qui tu pouvais entretenir de très très bons liens dans cette période-là, que cela soit des Français, des Françaises, mais qui étaient présents au village. Côté natation, je dirais bah, forcément Hello. Après, mon camarade de chambre, Dimitri, avec qui je partage toutes les compétitions. Et je dirais aussi David Smetanine, qui a pris sa retraite maintenant. David, ça fait quelques années que je le côtoie, notamment sur les stages, etc. On a fait plein de choses ensemble, il m'a vu évoluer. Et voilà, on a fini par l'émission À quel jeu, présentée par Léa Salamé au jeu. Et
ça a été une belle parenthèse. Donc, côté natation, je dirais ces 3 personnes. Et après, pour ce qui est des autres sports, je connaissais pas trop les autres. Donc, on s'est plus découvert au fur et à mesure. Et regardez-vous tous ensemble, par exemple, les compétitions d'autres disciplines quand vous êtes au village. Est-ce que vous êtes plutôt dans votre bulle ou alors il y a comme un rassemblement où tous les Français regardent ensemble les compétitions Non, je dirais pas que. Bah, si, je pense qu'il y a des instants où ça se fait. Ça se faisait plus sur l'INSEP parce qu'on avait la chance pendant les Jeux d'avoir une base arrière à l'INSEP. Donc, quand j'avais pas de compétition, moi je partais à l'INSEP m'entraîner avec Ramzi. Et ils avaient mis un écran géant, on pouvait se poser, on regardait les autres compétitions. Après, finalement, moi j'étais tellement concentré dans ma performance que à aucun instant je me souciais de ce qui se passait à côté. Alors bien sûr, on se croise, on se parle, on regarde vite fait les infos, mais on ne peut pas être focus 1 heure derrière un match de foot. Et le fait de voir certains ou certaines obtenir les premières médailles, est-ce que cela booste les autres? Je pense que oui. Le fait de voir Hugo faire sa première médaille d'or le premier jour, la toute première course, je pense que ça a lancé une bonne dynamique. Après, moi, comme je t'ai dit, je suis plus vraiment sur le côté individualiste et chacun fait les choses en son sens. C'est pas comme demain, je pars en compétition avec mon groupe avec lequel je m'entraîne. Il y en a un qui perf pas, deux qui perf pas, et bah là, tu te dis non, bah, c'est soit la charge ou c'est soit qu'on s'est mal préparé. Là, chacun fait un peu les choses de son côté tout au long de l'année et on est juste rassemblés pour la compétition. Donc, on n'a pas vraiment de lien entre nous. Après, c'est sûr que ça te met dans une bonne disposition mentale. Et tu nous as appris l'exemple d'Hugo. Peux-tu prendre d'autres exemples, ou alors justement l'exemple d'Hugo Didier dans ta discipline, mais également dans d'autres disciplines, afin que l'on puisse projeter quelques images de certains sportifs ou certaines sportives qui ont pu exceller lors de ces jeux? Que para. Jeux para, oui. Ok, bah ouais, ma première médaille Marie Patouillet en cyclisme, je dirais. Elle arrive, elle est pas favorite et elle gagne. Donc ça, c'est plutôt beau. Après, il y a Hugo Et sur la scène française, donc tu en as pris deux. Est-ce que tu pourrais en citer d'autres? Typiquement, comme tu as pu l'évoquer, on pourrait parler de Lucas Mazur, de Charles Knox ou du Cécifoot, qui sont un peu plus, on va dire, les sportifs que j'ai suivis davantage avec toi, mais au regard de mes spécialités. Moi, j'ai trouvé ces performances exceptionnelles, notamment Lucas Mazur et Charles Knox. C'était vraiment incroyable. Et puis en plus de ça, que dire de la performance du Cécifoot? Toi, tu as suivi de ouais. près tout ça? J'ai regardé leur finale parce que justement ma compète a été finie, mais j'ai pas suivi le parcours. Après, Charles, ça a été une belle découverte, je le connaissais pas et franchement c'est un type en or. Après, Lucas, le connaissant, l'avoir côtoyé quelques années à Bordeaux, je le connaissais et je savais qu'il arrivait pour tout casser, quoi. Donc, le voir gagner, en tout cas, ça n'a pas été une surprise pour moi. 75 médailles obtenues pour la France. Est-ce un bon chiffre selon toi? Je pense que c'est un bon chiffre, mais on peut faire mieux. 19 en or? Point d'interrogation. Suffisant? Ouais. Satisfaisant? Il manque la 20e, il manque la mienne. On parle souvent de la Chine, de la Grande-Bretagne, des États-Unis avec leur nombre important de médailles. Et parfois, on entend certaines personnes qui diraient oui, mais la population est plus importante. Mais que dire sur les Pays-Bas? 56 médailles, 27 en or. L'Italie, 71 médailles, 24 en or. Et enfin l'Ukraine, 82 médailles, 22 en or. Comment tu te situes sur ces performances-là des autres pays? Tout simplement, je pense que c'est des pays où aujourd'hui on met plus les moyens sur le parasport, ou en tout cas, on a peut-être un plus gros vivier, mais aujourd'hui, être un pays comme la France et avoir que 14 nageurs para au jeu, je pense que c'est pas assez. Aujourd'hui, avec tous les licenciés FFN et tous les centres handi qui existent, on manque vraiment de structuration et on a besoin d'un cadre dans lequel pouvoir se mettre et pour pouvoir trouver de jeunes talents et les emmener au plus haut niveau. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, en Italie, lorsque j'étais allé au championnat d'Europe junior en 2022, nous, l'équipe de France, on arrivait, on était 9 nageurs, les Italiens, ils étaient 28 ou 30. Et aujourd'hui, nous, on manque de tout ça, quoi, et on manque de dynamique en tout cas. Et justement, comment te positionnes-tu sur les chiffres qui viennent de tomber? On parle un petit peu d'économie, on entend que le budget va être un peu plus serré, sans rentrer dans les détails, pour l'aspect sportif.
notamment les futurs Jeux Olympiques peut-être et les futurs Jeux Paralympiques. Quelle est ta position sur ce sujet-là? Bah, c'est un non-sens en tout cas de par rapport à ce qui s'est passé cet été. Les Jeux ça a été une belle parenthèse et je pense que pour nous sportifs et même pour le peuple, on veut qu'il y ait une continuité, que ça continue. On a besoin de sport, une période difficile en France. On ne savait pas où on allait au niveau politique et le pays était un peu fracturé. On a tous su se rassembler autour du sport et voilà, le sport c'est une belle leçon de vie, on apprend plein de choses. À chaque fois qu'il y a un match de foot de l'équipe de France, finalement on est tous ensemble contre et ça nous permet de vivre et d'être en communion, de se retrouver tous ensemble. Donc il est difficile pour moi d'imaginer une baisse des subventions liées au sport. Et puis voilà, aujourd'hui, nous en tant que sportifs, on sait que l'ANS va aider notamment que ceux qui ont été médaillés aux Jeux de Paris, donc, notamment liés à cette baisse du budget. Et aujourd'hui, moi j'ai été du côté des non médaillés avant où j'avais pas d'aide, où je devais me démerder tout seul et j'ai eu la chance de mon père qui m'aide à payer ma saison sportive. Et sans lui, j'aurais jamais pu atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui. Alors, et qu'une fois qu'on est médaillé, seulement on vient t'aider, je pense qu'il y a tout qu'à revoir et notamment la philosophie. Je partage totalement ton point de vue, d'autant plus que, comme tu le dis si bien, le sport, ça rassemble. Et je pense que dans cette société, on en a besoin. Revenons sur ces jeux, pour toi. Ton entourage pourrait-il être présent au village? Non. Tu étais Non. uniquement seul avec ton coach? Ramzi n'était pas non plus au village. Non. Il n'avait pas été choisi dans la délégation française. Donc Ramzi il était sur l'INSEP et il avait des places pour venir me voir nager. Mais à aucun moment j'ai pu me retrouver donc sur le bassin olympique avec mon coach. À aucun moment j'ai pu me retrouver sur le village avec mes parents. Ce qui est normal parce que ça reste quand même un lieu de travail et même si on y est, qu'on dort et qu'on mange, bah finalement en fait quand on nage pas, notre performance c'est quoi? C'est de bien manger, c'est de bien dormir. Donc non, j'ai pas pu voir mes parents sur le village. Dans combien de catégories étais-tu inscrit? Et peux-tu réexpliquer à ceux qui te regardent à l'écran les différences entre S9, SM9, SB9, puis refaire un point sur, on va dire, les handicaps de S1 à S10, puis également les handicaps visuels? Alors pour faire simple, les handicaps ils vont de 1 à 10. Les S1 c'est les personnes les plus touchées, donc ça va être des tétraplégiques très très forts qui vont avoir vraiment une difficulté à avancer. Les S10 des personnes avec un handicap très léger. Et notamment, bah, je vais donner un exemple d'un mollet atrophié. Voilà. Moi, je suis S9, c'est-à-dire que je suis un tout petit peu plus touché que le S10. Donc, parce que j'ai tout mon bras qui est touché, moi. Et voilà, donc S, ça veut dire swimming, donc nager en français. SB, c'est swimming breaststroke, donc brasse. Et SM, c'est swimming medley. Medley, c'est le catenage pour nous. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent être considérées handi en crawl, dos et pape, mais ne pas l'être en brasse. Donc voilà pourquoi il y a ces trois catégories. Après, généralement, il y a toujours un lien et quand t'es S10, t'es SB9 et t'es SM10, y a pas trop d'ambiguïté. Et ensuite, pour les handicaps visuels, c'est 11, 12, 13. 11, c'est les aveugles et 12, 13, les malvoyants. Donc voilà, et après, bah, là, il y a aussi S, SB et SM, mais finalement, le chiffre, il bouge pas parce que le handicap impacte toujours de la même façon la nage. Et toi, dans quelle catégorie étais-tu inscrit? Et moi, du coup, j'étais S9, SM9 et SB9. Et qui fait le choix, justement, de t'inscrire dans telle ou telle compétition, telle ou telle catégorie? Donc du coup, pour, pour concourir au niveau international, on doit passer ce qu'on appelle une classification. C'est-à-dire qu'on passe devant un staff médical et un staff technique qui vont nous allonger sur une table de kiné, qui vont analyser notre handicap. On doit remplir un dossier au préalable. Et donc voilà, pour moi, c'est ça. Pour mon handicap, ils font des mesures, mais ils peuvent aller faire des tests de force, voir si t'es plus fort d'un côté que de l'autre, en fonction de ton handicap. Moi, c'est hyper simple, c'est j'arrive, ils me regardent, ok, bah, tac, ton bras qui est touché, on mesure, bam bam. On fait les calculs et après, une fois qu'ils ont fini leurs calculs, ils rentrent tout ça et ça indique ta catégorie, quoi. Donc moi, je suis S9 et voilà. Et ensuite, ils te voient dans l'eau quand même pour être sûr parce que bah, t'as des personnes qui vont être plus handicapées sur Terre que dans l'eau.
Et ensuite, j'imagine qu'il y a une discussion avec ton coach Ramzi. Comment, quelle est ta réaction et comment tu te prépares justement à faire un 204 nage, mais également un 100 mètres brasse. Pourquoi pas finalement faire également une compétition sur le dos. Qui choisit ça? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est plutôt ton coach? Est-ce que c'est un échange entre les deux? Déjà, je dirais qu'il y a un côté, forcément, bah, t'as ta spécialité, donc c'est quelque chose qui est inné. Moi, j'ai toujours été à l'aise en brasse et ça s'est tout de suite dessiné. Bien avant que je nage avec Ramsey, que moi, je ferais de la brasse dans ma carrière. Après, donc nous, on a décidé de s'entraîner juste pour ça parce que moi, j'ai dit à Ramsey, voilà, moi, je me prépare pour les Jeux et je vais essayer de gagner une médaille d'or. Donc, pour moi, ça, un peu comme avec l'école, en fait. Enfin, je misais tout sur la natation et dans la natation, fait que je mise tout sur le 100 mètres brasse. Donc, on s'est focalisé uniquement sur ça. Après, voilà, notre entraînement, il est très dur, il est très difficile et ça m'a aussi permis de performer au 204 nage. Donc, bah, c'est cool, j'ai pu glaner une médaille de plus, mais je l'aurais pas eu, ça aurait pas été bien grave, on la prend en bonus, quoi. On va en parler juste après. Moi, j'aimerais revenir sur une catégorie qui m'intéresse encore plus. Il y a une spécificité dans la paranatation, c'est cette course relais à points, selon le degré de handicap, pour faire simple, que je trouve génial. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, donc du coup, le relais à points, où, un peu comme au basket, où ton équipe doit faire un certain nombre de points. Nous, le relais, il faisait 34 points. Donc, pour faire simple, faut que l'ensemble des personnes que tu additionnes dans le relais fassent 34 points. Donc, moi, par exemple, j'étais S9, bah, je comptais 9 points. Et voilà, donc, soit tu fais 4 x 8, soit tu mets un handicap un peu plus lourd pour mettre que des handicaps plus légers. Et c'est ce qui fait que tout au long de la course, bah, nous, en tant que spécialistes, on peut savoir qui c'est qui va finir à peu près devant, mais bah, un handicap plus lourd peut s'élancer en dernière position, tandis que d'autres nations vont envoyer un handicap plus léger. Je trouve que ça permet un réel suspense en tout cas sur la performance. J'étais d'ailleurs présent le 2 septembre, il me semble, pour voir ce relais. Quel était ton sentiment à la fin de la course, de cette course-là, justement? Bah moi, en tout cas, j'étais hyper content de ma performance parce que je nage plus vite que dans ma finale du 100 brasse. Voilà, La petite différence, c'est peut-être au départ aussi? Au départ, ouais, du coup, Automatiquement, il y a un petit on peut différentiel. s'élancer. Mm. Après, je prends le relais en 5e ou 6e position, je sais plus trop, et je sens direct que je commence à remonter, et je le sais parce que, comme avec Léon Marchand, j'entends, quand je sors ma tête, j'entends le allez du public. Et je pense que c'est un de mes plus beaux souvenirs des Jeux. Je me doutais que le relais allait pas forcément être podiumé. En tout cas, je m'y étais préparé. Mais j'ai fait ma course comme je devais et j'ai bien nagé. On finit 7e à 4 secondes du 3e. Donc finalement, en fait, si finalement tout le monde retire une seconde, on y est. Donc voilà, on a fait plutôt une belle perf. On a fait la course qu'on avait à faire et on n'a pas à rougir de notre performance. On va revenir sur ce 200 mètres 4 nage. Pensais-tu mieux faire? Ou justement, est-ce que, on va dire que c'est le bonus, comme tu l'as évoqué juste avant? Je pensais nager un peu plus vite quand même, parce que j'avais nagé de 17,50 au 0 et là je nage de 17,10, donc j'améliore pas des masses pour un 200 mètres, contrairement à mon 100 brasse. Après, bah, le lendemain de mon 100 brasse, je suis tombé malade, je pense que j'ai eu un surplus d'émotions. Et voilà, donc j'ai nagé malade. Après, pour ce qui est de mon 204 nage, je sais pas si tu te rappelles, mais pour 3 dixièmes, je risque de ne pas rentrer en finale et j'entends avec le dernier temps. Donc j'ai eu cette chance de rentrer en finale. Finalement, j'aurais pu regarder la course des tribunes. Et non, c'est le bonus. Après, voilà, moi j'aime bien un peu ce rôle d'outsider, d'être tout au bout, le mec que personne va regarder et finalement à nager à fond pour mettre une tôle à tout le monde. Et ça me fait bien plaisir. Et enfin, cette finale du 100 mètres brasse que j'ai pu voir dans cette magnifique ambiance de la Défense Arena. J'aimerais que tu nous expliques vraiment tout. Comment cela se passe, comment ça se déroule entre l'échauffement, l'attente, l'appel de ton nom, ton entrée, le moment où, on va dire, tu montes sur le plot et tu performes et la victoire finale. Bah, du coup, je m'échauffe comme d'habitude, je mets ma combi, je m'habille. Et donc, je pars en chambre d'appel. Et là, on se retrouve tous les 8 à se regarder dans le blanc des yeux. Moi, j'ai mon casque, je suis concentré, je suis dans mon truc. Mais j'ai énormément de pression parce que bah, je me suis préparé à fond pour ça et je veux pas décevoir et je veux pas me décevoir, surtout, je dirais.
Je sais que Ramzi, mes parents et tous ceux qui m'entourent, que je fasse premier ou huitième, ça change pas, ils sont toujours fiers de moi. Mais moi, je vais à tout prix gagner et voilà. Donc j'ai beaucoup de... Je me mets un peu, je me mets énormément de pression, je dirais. Et voilà. Tu rentres avec le casque, Je rentre avec mon casque et j'essaye d'être le plus possible dans ma bulle. tu Mais ressens cette ambiance je, bah, de dingue qui est présente on pour ressent cette les finale. vibrations et ça s'entend, quoi. Après, voilà, bah, tu te déshabilles et là, tu dois retirer ton casque et tu te retrouves derrière ton plot, seul face à ton destin. T'as bah, toujours les gens qui encouragent. Après, lorsque tu plonges et que t'es dans l'eau, c'est un brouhaha général et tu sais pas trop où te mettre, quoi. Enfin, tu sais pas trop quoi penser. Et moi, j'ai deux seuls souvenirs de cette course. C'est que quand je fais au virage, je sais que les deux mecs à ma droite, ils sont avec moi. Mais l'Italien, il est 4 lignes plus loin, donc je sais pas où il est. Et lors de ma coulée, du coup, après mon virage aux 50 mètres, j'entends la caméra subaquatique qui fait une grosse accélération. Et là, je me dis, bah ok, je suis dans le coup avec ceux qui sont à côté de moi, qui font partie des favoris. Mais il y a un mec au bout qui est en train de me damer le pion, quoi. Et forcément, je sais que c'est lui, quoi. Je sais que c'est l'Italien. Et moi, ma force, c'est le deuxième 50, donc je réfléchis pas, j'y vais. Et aux 75 mètres, je sais pas pourquoi, je jette un coup d'œil et je vois un peu de l'autre côté qu'il a 2-3 mètres d'avance sur moi et j'essaie de renclencher tout ce que j'ai. Je finis deuxième et je regarde le panneau d'affichage, mais je vois pas bien en fait si je suis premier ou si je suis deuxième. Je sais que j'ai fait podium parce que mon plot s'est allumé. Ça, au moment de la touche, tu comprends quand même que tu as une médaille. Je comprends que j'ai une médaille parce que il y a les LED sur le plot qui s'allument. Mais combienième, je sais pas. Et puis je regarde le panneau en face et faire la distinction entre Italie et France a été hyper difficile. Et c'est en croisant le regard d'Elo que j'ai compris que j'étais deuxième et voilà, quoi. Et es-tu aujourd'hui content de ton temps sur cette course? Uniquement le temps. Uniquement le temps. Ouais, je suis content de mon temps. J'imagine que tu l'as revu des dizaines de fois. En quoi aurais-tu pu gagner quelques centièmes ou quelques dixièmes justement sur cette course-là? Je pense que j'ai pas fait un bon premier 50. En tout cas, avec Ramsey, on avait beaucoup bossé ma résistance et ce qui a fait que je reviens super bien sur la deuxième partie de course. Mais j'étais tellement tendu et tellement crispé que finalement, en fait, je pars aussi vite qu'au championnat d'Europe. Mais pourtant, je nage une demi-seconde plus vite. Donc, je pense que moi, la course, je l'ai perdue sur le premier 50. Et ce sera l'erreur à ne plus faire dans le futur. Une médaille d'argent, est-ce le bonheur ou finalement une certaine frustration? C'est difficile. Pour le sportif que je suis, une frustration. Mais quand je regarde le parcours que j'ai fait, depuis mes 14 ans que je suis parti de chez mes parents, finalement, bah, je peux que être fier de cette médaille et j'en suis heureux, quoi. Comme j'avais pu te le dire, une médaille d'argent en 2024 à Paris, ça sera l'or à Los Angeles en 2028. En sport individuel, est-ce que l'on se compare à celui qui nous a battus? Je pense que oui. Enfin, en tout cas, on a toujours nous, on a la chance d'avoir un sport chronométrique et du coup, bah, on a toujours un réel objectif. Enfin, c'est le temps. Donc, même si demain je peux nager plus vite que lui et faire un record du monde, bah, je serai la personne qui nage le plus vite dans le monde, mais je suis pas forcément celui qui gagne. À l'inverse d'un sport individuel ou un autre sport où, par exemple, bah, le tennis de table ou la lutte, où en fait, tu te retrouves face à un adversaire et bah, si le jour-là, il est malade, ce jour-là, il est moins bien ou qu'il fait une erreur, tu peux le battre, même si c'est le meilleur du monde, quoi. Et justement, Stefano et toi, Stefano l'Italien, vous avez 7 ans de différence. Est-ce que cela se ressent réellement sur une compétition? Je pense que oui. Pour lui, c'était ses troisième jeux et il a eu l'expérience de pas nager vite le matin. Enfin, on s'est tous un peu économisé, mais lui plus que nous et il a quand même réussi à rentrer en finale malgré le fait qu'il ait nagé pas très vite et il l'a fait exprès, je pense, de façon à être à l'extérieur pour faire sa course tout seul et qu'on le regarde pas, un peu à mon image de 204 nage, quoi. Exactement, ouais. Et bah ça, tu l'apprends avec l'expérience. Et moi, c'était mes premiers jeux, c'était ma première course en plus. Donc, je pense que j'ai pas à rougir de ma performance. Après, lui, c'était je pense, ses derniers jeux vraiment aussi forts que ça. Après,
J'espère qu'il va continuer et que je battrai à Los Angeles, quoi. Et en psychologie, on parle d'orientation plutôt sur la maîtrise ou sur l'ego. Toi, typiquement, te compares-tu aux autres ou à tes propres performances? C'est-à-dire, aurais-tu préféré faire 1 minute 06 en gagnant ou alors 1 minute 05 en finissant deuxième? Je pense que j'ai un peu d'ego et que mon seul objectif c'était de la battre à Paris, quoi. Comme je te l'ai dit, ça faisait 9 ans qu'il n'avait pas perdu un sans brasse, donc championnat d'Europe, championnat du monde et jeux confondus. Donc moi je voulais arriver à Paris et le battre, quoi. Peu importe ta Et peu performance et importe la la sienne, tu voulais performance, la donc médaille d'or. si je nageais une 6-0 et que je le battais, c'était bénef, quoi. Tu es encore très jeune, tu le seras également en 2028, tu es né en 2005, mais vois-tu des jeunes Français qui poussent derrière toi, qui ont par exemple 16-17 ans dans ta catégorie? Il y en a quelques-uns, ouais, que je commence à repérer sur les championnats nationaux. Après, en 4 ans c'est long, mais en même temps, c'est très rapide. Donc, Et quel rôle tu pourrais avoir avec ces jeunes-là? Est-ce que tu aurais plutôt le rôle d'un mentor, on va dire, ou ça reste vraiment dans la compétition et ton objectif, c'est de les battre à chaque fois? non, je pense que je peux être là pour transmettre. Après, moi, j'ai cette chance que la brasse, c'est pas une nage qui est développée en France. On a plus des crawlers ou des DO6, donc moi, je suis pas trop inquiété à ce niveau-là. Après, voilà, je pense que, comme je t'ai dit, moi, j'aime transmettre et j'aime partager, et que ce soit dans les bassins ou dans les écoles. Donc, moi, peu importe, tant que je peux apporter à l'autre, je le fais. Et ça se ressent, et franchement, on te remercie. Tu as justement peut-être un ou deux noms à nous évoquer sur des jeunes nageurs qui commencent à performer, qu'on ne voit pas encore totalement à l'écran. Du coup, je suis un petit jeune de Colmar, donc, qui vient de chez moi, qui s'appelle Ethan Dovillé. Il a 14 ans et voilà, il s'entraîne un petit peu et il veut commencer à performer, à pousser un peu sa performance. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner dans les prochaines années. Et quel est son handicap? Ethan, lui, il a une malformation des bras, pareil. Donc après ses coudes, il a que 3 doigts, donc il nage uniquement sur ses jambes, quoi. Et automatiquement, ça change sa catégorie de handicap. Il est plutôt classé en Il quelle est catégorie? classifié S7. Entendu. Comment s'est passée la fin des Jeux paralympiques? Ça a été un peu difficile parce que j'ai fait pendant 5 ans, j'ai mis toute ma vie à profit de cette compétition. J'ai quitté mes parents, j'ai mis l'école au second plan pour nager, et du jour au lendemain, comme ça, ça s'arrête, c'est fini. Et je pense que le départ du village, ça a été la chose la plus difficile. Et tes souvenirs les plus marquants? La fin, on va dire, où vous vous retrouvez toutes et tous ensemble pour célébrer la fin des Jeux à Ouais, Paris, et puis ces fameux au revoir. ouais, la cérémonie de clôture, ouais, je pense on a tous un bon souvenir. Les Jeux Olympiques ont commencé sous la pluie et on les a finis sous la pluie, donc même si être assis et être mouillé, c'était pas forcément cool, on a bien kiffé, quoi. Après, moi, j'ai un petit goût amer parce que je finis sur le 100 papes. Et sur le 100 papes, je suis éliminé dès les séries. J'aurais aimé terminer sur une finale. Donc, Et quels sont voilà. les mots de Tony Estanguet ou alors du président de la République sur vos performances à vous? Est-ce que vous avez une attention particulière ou pas? Ouais, je sais pas, moi je m'y intéresse pas, pas trop. Je pense que non, moi, ce qui m'importe dans la vie, c'est ce que je fais et ce que pensent les gens que j'aime de moi. Donc, ma copine, ma famille et les autres individus extérieurs, j'y porte pas attention. Comment les athlètes olympiques ont-ils suivi les Jeux paralympiques? Bonne question, je sais pas, j'aurais pas posé la question. J'en ai Est-ce que vu. vous ressentez finalement qu'il y a eu un certain attrait pour les Jeux para? Est-ce qu'il y a une continuité? Ou alors est-ce qu'il y a vraiment eu, on va dire, une barrière entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques? Non, je pense pas qu'il y ait une barrière parce que, enfin, moi, je m'attendais à ce que les stades para soient pleins aussi. Et je pense que tous les gens qui ont pas pu avoir leur place pour les Olis, ils ont pu se rabattre sur les paras. Donc, bon, pour moi, j'ai pas senti de différence en tout cas à ce niveau-là. Et y a-t-il quelques athlètes olympiques qui ont particulièrement montré on va dire, une attractivité, une affection pour vos disciplines, pour les Jeux paralympiques et qui vous ont soutenu de A à Z sur les Jeux para que t'as pu voir dans les stades? J'ai vu Roman Dico pas mal faire de stories, de posts comme quoi elle était sur Paris et qu'elle allait voir plein d'épreuves différentes.
Après, on peut pas les oublier et les citer, Marie-Jo et Teddy qui au lendemain des Jeux, sont allés à RMC, ont fait des tours des médias pour promouvoir les paras. Et comme je te l'ai dit, avoir mon nom dans l'équipe, c'est cool, mais Antoine Griezmann. être dans la story de Griezmann et Teddy Riner, c'est plus stylé, quoi. As-tu pu faire des rencontres ou échanger, partager des moments avec des idoles que tu regardais à la télé auparavant? Tu parles de Teddy, tu parles de Marie-Jo. J'ai pu discuter, pas sur ces jeux-là, mais j'ai pu discuter avec Thierry Omeyer lors de la parade des champions, et ça c'était cool. Son frère, c'est le président du club de hand de Célestat, donc on avait une attache un peu particulière. Après, voilà, j'ai été invité à l'UFC Paris, à qui j'ai passé une soirée avec Léon Marchand, et ça a été super cool. Et en dernier, toujours pour rester dans le hand, j'ai rencontré Nicolas Karabatic aux Étoiles du Sport, et franchement, ça a été une superbe découverte. J'avais un peu cette image-là des sportifs, en tout cas des gens un peu connus, que c'était différent, mais finalement, au fur et à mesure, je me rends compte qu'on est tous pareils, qu'on soit prof de sport, pâtissier ou sportif, on reste des humains et on fait juste le domaine dans lequel on est bon, quoi. C'est juste que quand on représente son pays au JO, on est un peu plus mis en avant, quoi. On fait ce rapide lien avec les Jeux Olympiques. Pour faire simple, les Jeux de Paris, c'est un pari réussi. Je pense que oui. Et quand on note le nombre de médailles aux Jeux Olympiques, 64 médailles, 16 en or, 5e au classement. Un petit peu la même question que pour les Jeux Paras. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce bien? Est-ce exceptionnel? Je pense que c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Je pense qu'aujourd'hui, un pays comme la France, avec les talents sportifs qu'on a, on devrait pouvoir être dans le top 5 plus facilement que ça. Après, il y a des pays comme les États-Unis où la difficulté pour se qualifier au JO est hyper difficile, tellement la densité est élevée. Et d'autres pays comme le Japon où on met plus d'objectifs de médaille pour ces athlètes, pour leur retirer un maximum de pression. Donc il y a différents schémas, il y a différentes postures aujourd'hui, et il faut juste qu'on réussisse à trouver la note. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'athlètes français qui partent en Angleterre, aux États-Unis s'entraîner, parce que concilier les études et le sport, c'est beaucoup plus simple. Donc pourquoi pas avoir une fusion du ministre de l'Éducation et du ministère des Sports, j'en sais pas. En tout cas, moi je suis pas là-dedans, mais aujourd'hui, en tout cas, on a du travail à faire pour se développer, pour devenir encore meilleur. On a été bon, mais on peut toujours faire mieux. Tu en parlais, tu prenais l'exemple de Teddy Riner, Léon Marchand. Quelques mots sur leurs prestations. Exceptionnel. C'est le terme, hein, exceptionnel. Ouais, je pense. Tout le monde les a suivis, nous les premiers. Toi, devant ta télé, quand tu les voyais performer, tu te disais, le prochain, c'est moi. Oui, forcément. Toi, bien sûr. Après, ils ont fait de super perfs. Je sais pas s'il y a un mot assez fort pour décrire ce qu'ils ont fait. En tout cas, moi, j'ai eu la chance d'être des deux côtés, d'être sportif, mais aussi spectateur. Et suivre en tout cas, en tant que spectateur, suivre les Jeux Olympiques, ça a été un réel plaisir et ça a été un réel bonheur. Je te disais que moi, dans cette période-là de ma préparation, ça commençait à être un peu difficile, un peu long. Je pense que ça m'a plutôt bien relancé pour finir l'été, quoi. On parle malheureusement rarement des femmes. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine égalité, une certaine parité sur ces Jeux. Et tant mieux, on va dire que ça fait du bien, mais on a encore du chemin à parcourir. Que dire des performances de Pauline Ferrand-Prévot, de Cassandre Beaugrand et d'autres médaillés d'or? Championne olympique, donc je sais pas s'il y a grand chose à dire. Enfin, quand t'es champion olympique, c'est que t'es le meilleur dans ton sport, t'as atteint le Graal. Donc voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y a sûrement une différence peut-être entre les femmes et les hommes. Peut-être que le sport masculin en tout cas est plus suivi, mais moi je parlerais plus peut-être d'une inégalité entre les handis et les valides, plus qu'entre les hommes et les femmes. Et là, on l'a vu hein, sur l'équipe qu'on citait, il y a eu finalement des premières pages exclusives à Cassandre Beaugrand ou à d'autres femmes qui ont excellé. Y a-t-il eu des unes de l'équipe pour justement les paras? Je pense que oui. Parce que moi, je les ai vus. Hugo Didier, typiquement, a été cité plusieurs fois. En 2028, t'aimerais avoir ta première page, Hector Denayer? En 2028, j'aurai ma première page. Très bien. Avec Hector, HECT''OR. C'est ça. Je me rappelle que tu m'avais dit que tu appréciais le BMX Race.
Ouais. Comment qualifier cette performance exceptionnelle et ce triplé? Le triplé, c'était quelque chose de très peu probable, parce qu'il n'y avait que 3 qualifiés. Après, moi, j'ai toujours suivi un peu les compètes et d'un regard extérieur. Et Joris, il avait toujours perdu. Il avait jamais été chanceux au jeu. Et s'il y avait une année où fallait qu'il fasse podium ou qu'il gagne, c'était cette année. Donc, j'ai eu le pressentiment. Enfin, je savais que Joris allait gagner en voyant les séries, les quarts, les demi. Mais voilà, aujourd'hui, on retient le triplé et c'est ça qui est beau parce que moi, je te disais, on est un sport indiv et on est trop. Moi, je me focalise beaucoup sur l'individuel au sein de l'équipe en tout cas. Et aujourd'hui, Sylvain André, il le dit justement. On me dit pas, ouais, toi, t'es vice-champion olympique de BMX. On me dit, ah non, t'es un mec qui a participé au triplé. Et cette image, elle est superbe. On voit au premier virage Romain Mailleux qui bloque l'Australien pour que Sylvain puisse passer, ou inversement, je sais plus. Et je pense que c'est la force de ces 3 gars-là, c'est que finalement, c'est une bande de potes et ils ont réussi à gagner ensemble, peu importe la place. Ils ont eu les 3 drapeaux français qui se sont levés et ils ont eu leur Marseillaise ensemble. Effectivement, l'image, elle est belle. On termine premier, on n'est pas forcément satisfait de sa propre performance. On se retourne pour voir si le deuxième et le troisième soient également français. Parle-nous du Club France, tes impressions, tes émotions. Je pense que c'était très cool, c'était une bonne expérience. Être sur la scène, être célébré, c'est hyper cool. Après, c'est un bonus, je dirais. Moi, il y a des gens qui ont kiffé le Club France et j'ai adoré. Mais la Défense Arena, c'était tellement quelque chose d'hors norme que je peux mettre que le Club France au second plan. Je t'ai moi-même écouté à la télé. Comment se prépare-t-on pour prendre la parole sur France 2? Je sais pas. Je savais pas trop. Ouais, j'étais un peu tendu, mais finalement, j'ai pas trop de problème avec les caméras. Comme je te le dis, on est tous des humains et que ce soit parler dans un micro face à Laurent Luyat ou à toi, je m'en fous en fait. Donc, pas de préparation spécifique, quoi. On commence à observer une médiatisation un peu plus importante, qui j'espère ne va pas s'effondrer avant 2028, même si on en a parlé, le budget risque d'être un petit peu plus serré. Mais toi, globalement, quand tu prends la parole sur France 2, beaucoup de personnes te regardent. Est-ce que tu as des retours par rapport à ça? Est-ce que les gens évoquent ce que tu as pu exprimer? Ou alors est-ce que les gens ont éteint leur télé quand ils ont vu des athlètes para prendre la parole? Non, non, on m'a envoyé pas mal de photos, de vidéos des gens qui me regardaient à la télé, quoi. Moi le premier. Oui. Et non, c'était très cool. Après, c'était une superbe expérience de pouvoir être en direct sur France 2, quoi. Jamais j'aurais cru pouvoir faire ça. Et après, l'émission était assez tard quand même, donc c'était vraiment les fans des jeux qui regardaient. Mais non, franchement, c'était top. Et puis, être sur le plateau avec David. Il y avait notamment, je me rappelle plus de son nom, mais l'Allemand qui va être le premier homme à sauter plus de 10 mètres en saut en longueur. Artus, Damien Seguin, voilà, enfin, il y avait du beau monde et moi, me retrouve au milieu de tout ça. Et tu nous parles, je fais le lien rapidement avec Damien Seguin. On se rappelle dans le premier entretien, ce lien que tu as avec lui. Qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce qu'il t'a félicité, j'imagine? Est-ce que ce lien est encore plus fort maintenant? Ah, je pense que oui. Enfin, ça faisait des années que je l'avais pas vu et on s'est croisés sur le village et c'était fou, quoi. Enfin, c'était fou. C'était la boucle était bouclée, quoi. Je l'ai rencontré, j'avais 4 ans. Là, j'en avais 19 et on était au village ensemble. Alors même si son sport n'était plus là et je pense que c'est sa seule frustration, c'est pas qu'il a arrêté la voile, c'est que son sport a été retiré des jeux. Et le fait de se retrouver ensemble, le voir à la télé, l'avoir encouragé et aujourd'hui être à ses côtés et être avec tout ce beau monde autour de ce plateau, pour moi, c'était une belle fierté, quoi. On en parle rarement, parce que c'est généralement tabou. Mais arrives-tu à vivre de ton sport aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, je peux dire que je vis de mon sport. Donc, depuis juin, j'ai intégré l'armée des champions au sein de la gendarmerie. Donc, tous les mois, j'ai un salaire qui me permet de vivre et d'être détaché à 100% pour vivre de mon sport. Et sans l'aide de la gendarmerie, aujourd'hui, par contre, je pourrais pas vivre de mon sport. On est bien d'accord qu'on est loin du million par mois que certains footballeurs ou certains athlètes touchent. Mais as-tu réellement touché ces 40 000 euros? Est-ce une chance qu'en France, la prime pour une médaille soit la même pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques? Ou tout simplement, est-ce normal selon toi? Je pense que c'est normal, tout simplement. As-tu eu des sollicitations après ou pendant les Jeux de Paris qui t'ont permis de signer des contrats
et d'obtenir des dons, des financements à la suite de tes jeux. Non, T'as rien eu, on va dire, de différent avant les jeux ou après les non, jeux, pas concernant encore. les sponsoring, par exemple? Non. Après, je me suis pas forcément attelé dessus. Enfin, pour l'instant, j'ai mon salaire qui rentre tous les mois et je peux vivre de mon sport et Ce qui j'ai n'était pas le cas l'année passée, non. par exemple. Et si on venait vers toi pour te demander de faire des photos ou alors de faire d'autres choses, des publicités par exemple, quelle serait ta position? Est-ce que tu accepterais ou est-ce que tu mettrais des Bien conditions? sûr, je pense que j'accepterai. À certaines conditions, oui. Après, aujourd'hui, je me suis rapproché d'une agence du coup qui aide les sportifs à gérer leur contrat et voilà, parce que j'ai pas envie de signer n'importe quel contrat avec n'importe quelle marque et voilà. Après, moi, je cherche pas à me faire de l'argent sur le dos des gens. Tout ce que je veux, c'est vivre de mon sport et faire les médailles que je dois faire. Donc voilà, moi, je sais que j'ai ma saison qui est financée et c'est le principal. Je suis serein là-dedans, donc Est-ce que voilà. tu penses que tes deux médailles te permettraient quand même d'avoir davantage de subventions à l'avenir et certainement en vue de 2028? Je pense que oui. Après, à la suite des Jeux, en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui avaient aidé les sportifs qui finalement se retirent de la course parce que les Jeux de Paris sont finis. Et ce qui est un peu dommage. Après, on était un peu dans un flou. Il y avait beaucoup d'équipes qui ne savaient pas s'ils allaient reprendre des athlètes, lesquels allaient continuer, etc. Aujourd'hui, on commence un peu à en sortir et là, voilà, on est en début janvier, on est en fin janvier et je pense que des postes, des contrats avec des entreprises vont petit à petit se libérer. Et voilà. As-tu peur d'une rechute de l'attractivité du handisport, des Jeux paralympiques, avant peut-être une nouvelle médiatisation en 2028? Non, j'ai pas peur, je pense que dans tous les cas ça va arriver. Enfin, je m'y prépare. Aujourd'hui, notre sport il est pas forcément mis en avant. Après, je pense que les gens ont adoré les jeux, peu importe le sport en fait. Tout ce que je vais retenir, c'est que on a vécu des émotions fortes. Bah oui, fortes. Qu'elles soient joyeuses ou tristes. Enfin, moi, je me rappelle quand j'ai vu quand on a perdu contre les Américains au basket, j'étais hyper triste. Mais j'ai vécu quelque chose de beau et aujourd'hui, je pense que ce soit les Jeux ou le championnat du monde, on peut. Les gens ont compris que peu importe le sport, ils pourraient vivre de très belles choses. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est aussi au rôle des médias de mettre ça en avant. France TV, il diffuse les jeux tous les 4 ans et que ce soit Oli ou Para de la même façon. Mais peut-être qu'aujourd'hui, en natation, ils diffusent les championnats du monde et les championnats d'Europe. En plus des jeux, en para, ils diffusent que les jeux. Voilà, peut-être que diffuser les championnats du monde ou les championnats d'Europe para, ça peut se faire aussi. Et en plus, voilà, le digital performe de plus en plus et notamment avec la création d'applis comme France TV Sport, on n'aurait pas besoin de supprimer des programmes déjà existants pour diffuser la natation. On pourrait tout simplement la rajouter en plus, donc pourquoi pas développer cela. Penses-tu que le regard des gens a évolué et changé avec ces jeux bien plus médiatisés que les précédents, avec justement des journées totalement dédiées sur France Télévisions pour les Jeux paralympiques? Ouais, je pense que oui. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, on a une réelle chance, c'est que on ne regarde plus en tant que para, on nous regarde en tant que sportif et se dissocier de l'handicap, je pense que c'est pas plus mal parce que qu'on ait une main en moins, qu'on soit para ou qu'on n'ait pas de soucis, finalement on a tous notre performance sportive quoi. Est-ce que tu t'attendais à avoir une salle complète à la Défense Arena pour ta finale du 100 mètres, Ouais, je par m'y exemple? attendais quand même. Ouais. Les personnes qui ont pu suivre les Jeux paralympiques ont-elles, selon toi, changé d'opinion sur le handicap cette fois-ci? Pas uniquement sur les Jeux para, mais sur vraiment cette notion de handicap. Ouais, c'est possible. Je pense que oui. Comme je t'ai dit, Parce que justement, tu évoquais que vous n'êtes plus vus comme des parathlètes, vous êtes perçus comme des sportifs de niveau, mais cette notion de handicap, typiquement dans un établissement scolaire, si un élève est handicapé, il va peut-être malheureusement être pointé du doigt, être harcelé. Donc c'est à nous, évidemment, en tant qu'enseignants et acteurs de ces communautés éducatives, d'agir là-dessus. Mais petit à petit, est-ce que ces images-là qu'on reflète à la télé ont permis à ces personnes-là de changer
de regard sur cette notion de handicap. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est complètement différent. Non, c'est ça. Enfin, je pense qu'on a chacun nos différences. Donc, que tu aies une main en moins, un gros nez, un gros front ou de grandes oreilles, on a tous une différence en fait. Et bah, c'est un peu ça la beauté du monde. On se ressemble tous, mais en même temps, on est tous un peu différents. Je me rappelle l'année passée, je t'avais posé cette question. Qu'est-ce que tu dirais si certaines personnes évoqueraient, par exemple, on est tous différents, mais on est tous égaux? Bah oui, je sais pas, on est tous des êtres humains, quoi, donc on est tous égaux, mais on est tous différents parce qu'on se ressemble pas tous. Et Voilà. pour autant, on fait tous la même chose, on peut tous performer et puis on peut tous vivre ensemble. Quels sont tes objectifs à court, moyen et long terme? À court terme, dans une semaine, j'ai une compétition ici à Dijon, donc ce week-end. Quel temps tu vises, par exemple? Bah, je me mets aucun objectif. Ok. Je viens juste. Aujourd'hui, j'apprécie vraiment aller à l'entraînement et m'entraîner, contrairement à avant où je le faisais un peu machinalement, un peu comme un soldat, quoi. Maintenant, je viens, je kiffe et je m'amuse avec mes potes. Et ce week-end, je verrai bien ce que je peux faire. Ça va être une première compète de l'année en grand bain. On verra bien ce que ça donne. J'ai bien performé en petit bain en décembre, mais petit bain, c'est toujours plus facile que grand. Donc, on verra. Je ne mets pas trop d'objectifs. Après, pour la saison, il y a les championnats du monde en septembre à Singapour et à long terme, Los Angeles. Los Angeles, quels sont les objectifs? Tu l'as dit. Ramener l'or et pas qu'une fois, j'espère. Voilà, donc ton objectif, on va dire, sur la brasse, l'or, et puis est-ce que tu ambitionnes de nager sur d'autres courses? Ouais, j'ambitionne de nager sur d'autres courses aussi. Enfin, on va bosser ça à l'entraînement avec Ramzi. Et voilà, on a 4 ans, donc je t'ai dit, on a du temps, mais en même temps, ça va aller vite. Donc, va falloir faire les bons choix. Après, j'ai pas envie de me remettre la pression de la médaille d'or comme j'ai pu le faire sur Paris. Ce que j'ai tendance à dire, c'est que ce qu'on peut souhaiter pour dans 4 ans, c'est d'être la meilleure version de moi-même et d'être le sportif le plus établi possible pour pouvoir performer. Avant de conclure, qu'est-ce que cela fait d'avoir aujourd'hui 2 médailles paralympiques autour du cou quand tu te balades par exemple sur des cérémonies, être reçu dans ta ville natale, puis à divers moments où on te prend comme exemple dans divers stades. J'ai vu par exemple tes stories Instagram, où parfois même on scande ton nom, on t'applaudit. Quelques articles également sur des pages internet. Qu'est-ce que ça fait alors? Bah, c'est cool. Après, tout ça, c'est du bonus. Pour moi, moi je m'intéresse uniquement à l'aspect sportif de la chose. Mais c'est sûr que voir les gens qui crient ton nom, qui t'applaudissent, qui t'encouragent, bah, enfin, c'est magnifique et ça arrive très rarement. Donc, pour donner l'exemple de la Défense Arena, bah, on va retenir ça, quoi. Tu voyais également ton visage sur les cartons que Ouais. les personnes levaient. Mais c'est assez paradoxal parce que effectivement c'est magique, c'est magnifique. Mais là typiquement, demain tu retournes en cours, demain tu reprends ta vie d'avant. C'est difficile tout ça, non? Non, bah, forcément, il y a un fossé un peu. Au lendemain des Jeux, quand je me suis fait opérer des amygdales et que j'étais tout seul à la maison, ça n'a pas été simple. Mais en même temps, c'est ça notre réalité. Enfin, bien sûr, je suis Hector qui a fait des médailles aux Jeux, mais moi, je veux toujours qu'on me regarde de la même manière. Euh, Voilà, ok, j'ai fait des médailles et j'ai fait quelque chose que très peu de gens font dans leur vie, mais finalement, ça change pas qui je suis et je reste Hector. Qui va nager le soir avec ses potes après les cours et qui vient travailler la journée au BTS, quoi. Donc, Et qui va tout faire pour obtenir l'or à Los Angeles. Pour conclure, t'imagines bien que je vais partager cet entretien à tous mes élèves. Aurais-tu quelques mots à leur dire? soyez sages, faites pas de bêtises en classe. Merci Non, beaucoup en tout cas Hector. Et puis effectivement, c'est toujours un plaisir de t'avoir pour cet entretien qui fut quand même assez long. Et on apprend beaucoup de choses et on est de tout cœur avec toi, que cela soit au Collège Émile Zola à Suresnes ou alors à Dijon et également en France et ailleurs. On te souhaite évidemment le meilleur pour la suite. eh Merci bien, beaucoup. merci à toi, Arthur. À la prochaine. À la prochaine.